Retour sur ce plateau. Bonjour Laurent Toneikes. Carole Olaye, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs, internautes, auditeurs de la 102.3 FM. Et un bonjour, si vous permettez, à monsieur Walter Bruno, receveur des impôts à la retraite, qui nous suit et qui me charge de vous transmettre ses salutations. Je reçois, merci. Bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour Carole, bonjour Roland, bonjour également aux téléspectateurs, bonjour aux amis de la diaspora FM, tous les internautes qui sont en direct en train de nous suivre, recevez toutes nos salutations. Merci à M. Otto d'avoir pensé à nous ce matin. Il n'est pas le seul. Vraiment, merci à lui. Au quotidien, nous lui faisons un coucou ce matin. Tous ceux-là qui nous suivent également. Et qui vont nous suivre après sur les réseaux. Voilà, c'est parti. Premier sujet à débattre ce matin sur ce plateau avec vous, Laurent Toneikes et Hugues Hector Zogo. Choix du duo de candidats à la présidentielle. Le parti LD opte pour un appel à candidature. Quelle lecture faites-vous de cette procédure, cette option faite par le parti Les Démocrates? Hugues Hector Zogo. Je voudrais quand même dire qu'à l'ère de la réforme du système partisan, le grand défi qui aurait pu être relevé, que ce soit par les acteurs de la mouvance comme de l'opposition, c'est de travailler à ce que l'on puisse obtenir ce qu'on peut appeler les primaires au sein des partis politiques. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, on n'a pas eu droit à cette étape qui aurait pu permettre de comprendre que, effectivement, nous avions pu connaître une avancée significative au niveau des partis politiques, en respect, bien sûr, des tests. Mais il y a d'autres options qui ont été faites, je dirais, par soit les bailleurs des partis politiques ou soit par donc, les premiers leaders. Et donc, quand on se retrouve avec le parti Les Démocrates, aujourd'hui parti de l'opposition, on peut se permettre de dire qu'ils s'inscrivent aussi dans la démarche de pouvoir permettre à un creuset d'étudier la possibilité donc, des candidatures qui seraient bien sûr portées à leur égard. Parce qu'au regard des informations qu'on a pu obtenir, on se rend compte qu'il y a des comités qui sont installés. Et jusqu'à la date du 4 octobre 2025, les personnes qui se sentent dans la possibilité donc, de diriger notre pays à partir de ce parti politique-là pourront éventuellement déposer leur dossier. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même les différents critères qui ont été énumérés. Et au rang de ces critères, il y a un particulièrement qui aura retenu mon attention, c'est que le candidat doit pouvoir, la personne qui se propose candidat, doit pouvoir être en mesure de déposer une caution de 25 millions de francs CFA. Et maintenant, si votre candidature n'est pas retenue, le comité ne vous retourne que 20 millions. Donc ça voudrait dire que dès que vous avez la possibilité de dire « je veux être candidat » au niveau des partis, au niveau du parti de l'opposition, les démocrates, la condition sine qua non qui passe dans votre tête, c'est que vous perdez 5 millions de francs CFA. Je dis perdre 5 millions de francs CFA parce que si on se retrouve avec une dizaine de propositions, c'est évident qu'on ne s'en sortira pas au-delà de 2. Alors, les 8 autres personnes, qu'est-ce que ça donnerait comme résultat? Ça ne donnerait que de la frustration. Parce que le timing qui a été retenu par le parti de l'opposition, ma foi, démontre que ce parti-là n'est pas assez disponible à répondre aux attentes, aux préoccupations des populations béninoises telles qu'on a l'habitude de le faire savoir. Vous ne pouvez pas vouloir arracher le pouvoir d'État des mains de quelqu'un comme Patrice Talon, quelqu'un qui est resté à l'exil, qui est arrivé au pays, vous a pris le pouvoir d'État et 10 ans après, vouloir faire le même exercice et jouer à ce jeu. Les personnes qui, par exemple, n'auraient pas eu la chance d'avoir leur candidature retenue. Surtout qu'on dit que la date butoir, c'est le 4 octobre. Alors, si le 4 octobre est la date butoir, combien de jours le comité aura pour travailler
pour qu'on ait, par exemple, le résultat. Je donne peut-être un délai de 48 heures, de 72 heures. Ça veut dire qu'on va se retrouver autour du 7 octobre. Alors, si d'ici le 7 octobre, la candidature est connue de manière officielle, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y aura de la stabilité au sein de ce parti politique-là, au regard des personnes qui vont se retrouver frustrées? Ce n'est pas évident. Parce qu'il y aura des mécontents d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui vont déposer leur caution, par exemple, de 25 millions, vont se dire « oui, je suis apte à être candidat ». Mais quand les critères ne seront plus en sa faveur et qu'il va se retrouver, par exemple, à perdre 5 millions parce que c'est la condition exigée par le parti politique, qu'adviendrait-il de ce qu'on appelle la cohésion sociale? Il n'y aura plus de la cohésion au sein de ce parti-là. Donc, à un moment donné, je me suis demandé si le président Boni Yayi n'est pas en train d'être pris par un certain piège. Est-ce que ceux qui l'entourent arrivent effectivement à lui dire la vérité? Si des candidats se sont portés et n'ont pas pu, par exemple, voir leur dossier accepté, et vous souhaitez qu'ils accompagnent tout de même le parti politique pour aller aux élections, dites-le clairement. Que de mettre cette condition-là et exiger que ce soit une condition sine qua non. Alors, je reste avec vous, Hugues-Hector Zogo. Quelles sont les raisons, selon vous, qui pourraient justifier cette option? Non, il n'y a pas de raison outre mesure que de dire que le parti manque de moyens financiers. Parce que quand on va aux élections présidentielles, c'est quand même de grands moyens qu'il faut faire sortir. En termes de communication, il faut mettre suffisamment de moyens. En termes de logistique, il faut mettre suffisamment de moyens. Et il faut déplacer, par exemple, les coordonnateurs, toutes les personnes susceptibles de faire gagner la bataille politique. Il faut pouvoir être en mesure de leur mettre à disposition les moyens. Et on a en face, à la limite, entre griffes, l'État qui a aussi de gros moyens. Donc, pour moi, le parti aujourd'hui se retrouve peut-être en difficulté, n'a pas suffisamment de moyens. Et donc, on a dû trouver cette option-là pour se dire, bon, essayons. Combien de candidatures pourront avoir? 5 000 fois ce nombre de candidatures. 5 millions, pardon, ouais. Pour ces candidatures. Croyez-vous que ça impacterait les dépenses financières que le parti fera? Je vous ai donné un exemple simple. Je suis parti du principe de 10 candidatures. Parce que ce n'est pas une seule personne qui est retenue. On a le candidat président et on a le candidat colistier. Tout à fait. Donc, ça voudrait dire qu'on a 2 personnes qui seront retenues. Alors, si on a 2 personnes qui doivent être retenues, considérez que le minima, dans la tête des gens, ils vont se dire, oui, j'ai la possibilité de rêver. On peut quand même commencer par citer les noms. Hein. Comme vous prenez l'honorable Éric Oundété, par exemple. C'est un présidentiable. Quand on regarde son parcours, on peut se permettre de dire, oui, Éric Oundété peut représenter valablement le parti Les Démocrates aux élections présidentielles. Est-ce qu'il aura la volonté de déposer sa candidature? Sans aucun doute, oui. Parce que même si lui-même, il n'en a pas la volonté, des personnes peuvent le contraindre à aller, parce qu'il a le profil nécessaire. Mais justement, n'est-ce pas une mesure pour limiter ceux qui veulent postuler à ces postes-là? Je ne pense pas que ce soit la meilleure mesure, ce ne soit pas la meilleure option. Vous pouvez avoir des candidats susceptibles de représenter valablement votre parti et qui n'ont pas le moyen financier. Je prends quelqu'un comme Nouroudine Saka Saleh, une grande figure politique de l'opposition. Est-ce que Nouroudine Saka Saleh a la possibilité aujourd'hui de sortir 25 millions de francs CFA de sa poche? Pourquoi pas? Non, mais c'est une question que je pose parce que c'est un jeune. Donc, c'est une question que je pose. Alors, si vous arrivez à vous retrouver, par exemple, avec la candidature de Nouroudine Saka Saleh, par exemple, au niveau du parti, les démocrates, à ne pas être validé parce qu'il y a eu cette condition-là, imaginez ce que ça donnerait dans la conscience collective des Béninois. Parce que le parti, les démocrates, n'a pas droit à l'erreur. Quoi qu'on dise, ce parti n'a pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, c'est le seul parti de l'opposition valable que l'on connaît dans le pays. Alors pourquoi c'est à quelques semaines de la date fatidique où on doit quand même connaître les candidatures? Pourquoi c'est à cette période-là qu'on installe ce comité et qu'on met en place donc ces critères-là? Pour moi, c'est des critères qui, en réalité, viennent disqualifier, à la limite, les personnes qui n'ont pas le moyen financier.
diriger un pays, ce n'est pas d'abord une question d'argent. C'est d'abord les idées. Quand vous êtes un militant d'un parti politique, ce que vous apportez le plus, c'est la réflexion. Ce sont les idées, ce n'est pas le pouvoir financier. Le pouvoir financier, c'est le parti qui s'en occupe et qui va réfléchir avec des organisations qui existent et qui vous accompagnent. C'est connu de tout le monde. Maintenant, qu'on vienne à quelques jours ou à quelques semaines de la date du 14 octobre faire ces propositions, c'est vrai, je ne suis pas militant du parti, mais ça me dérange un peu pour les questions d'idées. Je tiens à le souligner, pour les questions d'idées, ça me pose un problème. Laurent, pourquoi le parti, les démocrates, a-t-il choisi d'organiser un appel à candidature au lieu de désigner ses candidats? Pourquoi? Je ne suis pas mieux placé pour vous dire pourquoi. Bon, en tant qu'analyste politique, de toute façon, quelles sont les raisons qui pourraient justifier cette décision? Je parle d'abord de ceci. J'ai observé un peu les attaques contre le Parti des démocrates tout le week-end et encore ce matin également dans certains groupes et j'ai souri. Parce qu'au moins on peut reconnaître au Parti des démocrates l'expression de la démocratie. On permet aux gens de venir déposer leurs candidatures et au thème des dépôts de candidatures, un comité va statuer et décider de qui sera candidat du parti et qui portera la couleur du parti. Ceux qui ont été surpris un dimanche 31 août par un candidat désigné veulent critiquer ça. Et je pense que quand même, il faut qu'on ait l'honnêteté de reconnaître que, au-delà de ce qu'on peut reprocher au Parti des démocrates, les erreurs politiques qui leur ont valu un certain nombre de choses, il faut reconnaître cette transparence dans le choix du candidat parce qu'il s'agit du Bénin. Il s'agit de celui qui va diriger le Bénin. Et donc, pour moi, d'abord, il faut quand même saluer cette dynamique-là. Maintenant, après ça, les critères. Écoutez, chaque camp politique décide des critères pour choisir son candidat. Qui peut nous dire aujourd'hui les critères qui ont prévalu dans le choix de Romain Wadaï? Est-ce qu'il y a un citoyen béninois qui peut dire, voilà les conditions posées pour choisir le candidat de la mouvance aujourd'hui? Est-ce qu'on en a quelques informations? Non. Qu'est-ce qui a milité pour qu'au finish, les militants ou bien les leaders des partis de la mouvance ont fini par décider Romain Wadaï? Sortez-moi un seul test où vous avez vu les critères énumérés par la mouvance pour choisir ce candidat. De l'autre côté, on a pu voir ça. Maintenant, oui, on peut revenir sur cette chose. Mais moi, je pense que si vous aspirez à diriger un parti et que vous voulez être un candidat de l'opposition, vous devez aussi accepter faire le sacrifice. Le sacrifice, c'est que vous savez très bien, nous savons très bien que quand vous prenez les candidats de la mouvance, de l'opposition, pardon, dès lors qu'on va choisir le duo de l'opposition, des gens vont commencer par bouder, vont commencer par contester et vouloir partir. Tout comme on a eu en 2021 à Gossa et consorts qui sont partis. Donc, aujourd'hui, si vous mettez 20 millions dedans, et que vous savez très bien que si on ne vous choisit pas, vous devez perdre 5 millions dedans, vous mettez 25 millions, vous devez perdre 5 millions, alors, quitte à vous de carrément rebousser le chemin, de ne pas aller prendre ce risque-là. Mais si vous savez très bien que on peut vous prendre 5 millions des 25 millions que vous allez déposer, c'est une manière de vous appeler à participer à l'action du parti. Et de vous contraindre à rester là parce que vos sous sont là. Dès lors que vos sous sont là, vous avez votre tête là, vous allez continuer. Et pour montrer à celui qui soit candidat que, mais écoutez, ce que tu es là, devenu là, mais 5 millions aussi ont contribué. Donc, je crois que c'est aussi une dynamique. C'est vrai que ça peut être interprété de 1000 manières. Mais moi, pour moi, de ma position d'analyse, je pense que ces 5 millions peuvent retenir certains candidats. En tout cas, certains potentiels candidats qui, à cause de ces 5 millions, vont dire, bon, ok, je reste là, et puis je continue de mouiller le maillot pour faire comprendre au parti ou bien aux candidats désignés que nous avons été avec eux et nos 5 millions ont contribué à ce qu'ils sont devenus également. Donc, c'est une manière pour moi de les retenir. Qui va prendre 5 millions aujourd'hui avec la morosité et la difficulté? C'est vrai que Hugues Tozugo donne l'exemple de Nouroudine Saka Saleh. Écoutez, Nouroudine Saka Saleh, je le respecte, c'est un jeune, je le connais. Mais écoutez, vous voulez aller aux élections, cherchez des partenaires politiques, parce que d'ailleurs, dans cette affaire, c'est des partenaires que vous cherchez. Si vous n'avez pas les moyens, trouvez peut-être des gens, puisqu'il y a toujours des gens qui portent les candidatures. Mais je ne vais pas citer des noms dans la mouvance dont les candidatures avaient été déjà soutenues. En tout cas, ils ont eu des promesses de soutien. C'est vrai que ça va être difficile pour lui. Mais à un moment donné, si le parti fixe ces règles-là, alors sortez pour chercher les partenaires. Cherchez les partenaires qui peuvent vous appuyer, qui peuvent vous assister. Je reste avec vous. Ça ne va pas être facile. Je reconnais, ça ne va pas être facile. Et en même temps aussi, c'est que à vouloir diriger un pays, c'est vrai qu'on peut donner la chance au dernier
comment vous appelez, aux derniers citoyens de ce pays d'être candidats. Mais si vous voulez vraiment être candidat, je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent porter. On a vu comment les jeunes, en 3 jours, ont cotisé de l'argent à quelqu'un qui est dit à Rassadier pour porter sa candidature. On a vu ça en 2016, on a revu ça encore en 2025 également. Donc ça veut dire que quoi? Si les jeunes sont capables de faire ça, c'est qu'il y a certainement des partenaires aussi, il y a déjà des hommes dans ce pays qui peuvent porter aussi votre candidature. Quels sont les avantages? Quels sont concrètement les avantages au plan politique et les risques surtout de cette procédure? Le risque, c'est que oui, comme Hugues l'a dit, certains vont dire, j'ai mis mon argent, vous m'avez pris 5 millions, vous ne m'avez pas choisi, ils vont commencer à bouler, peut-être ils vont vouloir chercher le retour sur investissement de l'autre côté pour désavouer leur formation de base et aller de l'autre côté. C'est un risque. Parce que oui, les politiciens, pour la plupart du temps, c'est comme s'ils vont faire de l'investissement et puis après, il y a retour sur investissement. Il y a des gens qui vont déposer leur candidature dans l'espoir d'être candidats. Et dès qu'ils ne seront pas candidats, ils seront les premiers à dénoncer ou bien critiquer leur parti, le Parti des démocrates, et sauter plus jeune de l'autre côté, parce que là-bas, ils peuvent s'assurer qu'ils vont rentrer dans des deals politiques pour avoir retour sur investissement. On va leur donner un peu de moyens pour venir maintenant saquer proprement leur parti d'origine. Mais moi, je continue de dire qu'il revient au parti de définir ses règles. Ils ont défini leurs règles. Attendons de voir comment ça va se passer. Moi, mon souci aujourd'hui, c'est que le Parti des démocrates désigne son candidat, son duo candidature, et qu'après, maintenant, on est maintenant du débat, le vrai débat entre l'opposition et la mouvance. Que Wadaï maintenant prenne publiquement la parole après son investiture le 4 octobre pour dire voilà ce que veut faire la tête du Bénin. On a pu voir, Malick Gomina dit que Wadaï sera une version améliorée de Patrice Talon. Dans quelle mesure sera-t-il cette version améliorée? On a besoin de l'écouter. Et puis après, on a besoin d'écouter le candidat du Parti des démocrates qui va aussi prendre la parole, qui va nous dire ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il souhaite faire. S'il lui aussi souhaite une version améliorée de Patrice Talon, parce que oui, on reconnaît que Patrice Talon a fait beaucoup d'efforts à la tête du pays, on lui reproche dans une certaine mesure le social, est-ce que oui, il lui viendra pour accompagner, en tout cas joindre au développement des infrastructures, le social? On attend de voir. Et puis après, on attend aussi de voir si Paul Mouper réussira à avoir le parrainage pour avoir le candidat pour son parti. Tout ça mis dans la balance, on n'attend que les choix des candidats. Maintenant, chaque liste, les autres ont déjà désigné le candidat et ils ont établi les règles, les conditions pour être candidat chez eux. On attend de voir si véritablement ils pourront avoir gain de cause, si les gens viendront accepter perdre 5 millions pour aller. Pour moi, aujourd'hui, c'est une sorte de primaire que je constate au niveau des démocrates. Même si ce n'est pas les militants proprement parler qui désignent le candidat, c'est un comité, des comités mis en place et ces comités vont décider de qui pourra être candidat, qui remplit les conditions. Parce que oui, aujourd'hui, on a parlé d'ancrage du parti dans la zone du candidat par exemple. Autant de critères, ce n'est pas que les 25 millions. Et quand vous regardez bien les critères énumérés, vous comprenez clairement que la personne doit pouvoir incarner une certaine valeur, un certain nombre de valeurs, un certain nombre de prédispositions pour défendre les couleurs du parti. Hugues-Hector Zogo, cette démarche peut-elle améliorer la crédibilité du Parti Les Démocrates auprès de son électorat? Non, je pense quand même que le parti vient de démontrer une fois de plus au peuple béninois que les politiques ne sont, ou les politiciens ne sont que dans des questions d'intérêt. Je vais vous lire un des critères qui aura retenu aussi mon attention. On dit que les preuves d'appartenance ou d'adhésion au parti des bénéficiaires ou de leur désignation par le parti. C'est un critère. Les preuves d'appartenance ou d'adhésion au parti des bénéficiaires ou de leur désignation par le parti. Ça voudrait dire que quelque part, ils sont conscients du fait qu'ils se retrouveraient aussi dans une démarche de désignation. Ce n'est pas exclu, comme ce que la mouvance nous a présenté. Qu'est-ce qu'ils ont reproché alors à Romuald Wadaï au moment où on a déclaré que c'est lui qui a été retenu par la mouvance présidentielle? Et mieux, quand il parle d'adhésion au parti, donc ça voudrait dire qu'à la date d'aujourd'hui, quelqu'un qui n'était même pas militant du Parti Les Démocrates peut prendre la décision d'adhérer au parti pour le simple fait qu'il ait versé 25 millions de francs CFA, on pourrait retenir sa candidature. Mais c'est-à-dire que les politiciens, franchement, parfois je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Est-ce que tout se limite à l'argent? Est-ce que tout se limite à l'argent? Quand vous regardez un peu le profil de ceux-là qui sont quand même autour de l'ancien président Boni Yayi, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est des Béninois capables de diriger ce pays? J'ai l'impression que tout se fait pour profiter en fait à Kaby Yayi.
C'est l'impression que j'ai. Parce que quand je regarde un peu comment les choses se présentent là, je me dis, bon, ok, quel nom nous sortira-t-on en dehors du nom du fils du président Boni Yayi? Avec les critères qu'on est en train d'élaborer là, quel est le nom qu'on nous sortira? Moi, j'attends qu'il me défie sur ça, par exemple. Donc, pour moi, si vous voulez aller à cette option, faites-le clairement pour que le débat n'ait plus lieu, que de créer encore d'autres problèmes qui vont nous permettre d'aller à une scission et que des émiettements de voix se posent encore au sein de votre formation politique. Comme je l'ai dit, les Béninois attendent le parti Les Démocrates. Tous les Béninois aujourd'hui se disent, oui, nous voulons savoir ce qu'ils ont de précieux à nous vendre. Et ils ont passé pratiquement 10 ans à décrier le président actuel, à décrier son mode de gouvernance. Ils ont démontré que Patrice Talon, en pratiquement 10 ans, n'a rien apporté en termes d'humanisme au peuple béninois. Et qu'ils sont les meilleurs acteurs à pouvoir nous offrir ce plat. Mais déjà la veille, voilà ce qu'on nous présente. C'est ça la démocratie. Le mode expressif dont on parle en termes de liberté, c'est ce mode d'expression-là, ça. Je suis écœuré en fait. Je suis écœuré parce que je me dis, mais celui qui veut diriger une nation, il n'a pas besoin forcément des moyens, du pouvoir financier. Il a juste besoin de ce qu'on lui a le plus accordé, qu'est la réflexion, la connaissance. Il a juste besoin des idées. Mais ça voudrait dire qu'au sein du parti Les Démocrates, excusez du peu, celui qui porte le statut de pauvre n'a pas la possibilité de voix au chapitre. Ça pose un véritable problème de liberté. Qu'est-ce qu'on reproche alors à Patrice Talon? Si on a passé pratiquement 10 ans à se retrouver sur les chaînes de télévision, à se retrouver au niveau des stations radio, à utiliser les colonnes des journaux, pour finalement nous sortir ça à une quinzaine de jours pratiquement, non, je dis, il y a un problème. Je reste avec vous, Hugues Hector Zogo. Y a-t-il un risque de division interne si plusieurs candidatures fortes émergent? On est pratiquement au seuil de ce que vous dites là. Ce n'est pas le souhait. Ce n'est pas le souhait parce que quelque part, il faut démontrer au camp de Patrice Talon que nous sommes un pays, un et indivisible. Ce qui voudrait dire qu'on a droit de chapitre quand on est de l'opposition, tout comme de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, beaucoup vont vous dire, oui, la mouvance a déjà gagné les élections. Mais en réalité, non. Puisqu'il faut qu'on parte aux urnes. Si la mouvance avait déjà gagné les élections, pourquoi on veut organiser les élections? On organise les élections parce qu'on veut l'alternance au pouvoir. On organise les élections parce qu'on est dans un régime démocratique. Et dans un régime démocratique, c'est l'opposition qui se retrouve avec la minorité dont le droit doit être respecté et aussi la majorité qui se retrouve être du camp de la mouvance présidentielle. Et donc pour moi, comment est-ce que le grand parti de l'opposition, pratiquement le seul aujourd'hui, légal, dont on peut quand même se permettre de vivre une certaine fierté, peut être en train de nous laisser vivre ce genre de scénario? Si ce n'est pas donner raison à Patrice Talon. Est-ce à dire que Patrice Talon, en rencontrant les jeunes et leur disant, écoutez, on risque d'avoir, Boni Yayi et moi, la même candidature pour le présidentiel de 2026, est-ce que c'est ça qui se décide? Moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce que Boni Yayi nous présente là? Qu'est-ce qu'il nous présente là? Il a dirigé ce pays pendant 10 ans. Il a l'expérience politique. Il a eu la chance de voir un peu comment est-ce que les élections se passent ailleurs. Il s'est retrouvé à diligenter des audits pour des élections ailleurs. Pourquoi il vient alors aujourd'hui nous présenter cette figure? Et si ça devrait être le cas, pourquoi ne pas anticiper? Ma dernière question. Pourquoi on ne se retrouve pas à faire cet exercice-là il y a peut-être 3 semaines, il y a 1 mois? Et pourquoi c'est maintenant qu'on le fait? Ma dernière question pour vous. Est-ce que cela pourrait influencer la stratégie électorale d'alliance ou de coalition? Il n'y a plus alliance. Il n'y a pas d'alliance avec l'opposition. Ne nous leurrons pas. Quel est le parti qui veut apporter un plus aujourd'hui au parti de l'opposition, les démocrates? Dites-moi, de vous à moi. Quel parti vous connaissez aujourd'hui sur l'échiquier politique national susceptible de dire, oui, nous appartenons à l'opposition, nous avons des voix à vous apporter?
Je ne le dis pas pour discréditer les autres partis qui se réclament de l'opposition. Mais je me dis au regard du contexte, qu'est-ce que ces partis-là peuvent apporter concrètement? On est en train de parler de 10%. Le seuil de 10% là, combien de partis aujourd'hui peuvent l'avoir? Ces partis dits de l'opposition peuvent apporter, ils ont quel ancrage national? Ils n'ont pas d'ancrage. Ils n'ont pas d'ancrage. Et donc, si les partis démocrates, les démocrates doivent pouvoir compter sur quelque chose, ça ne peut qu'être sur, je vais dire, la cohésion des leaders du parti. La cohésion des leaders du parti. Mais quand on vient mettre des conditions qui vont créer de frustrations inutiles, alors qu'on est à la veille d'un grand rendez-vous, on parle des élections présidentielles. Nous ne sommes pas en train de parler des élections législatives. Nous ne sommes pas en train de parler des élections communales. Nous ne sommes pas en train de parler des élections municipales. On est en train de parler de qui va diriger le Bénin pendant les 10 prochaines années. On a eu la chance d'avoir Patrice Talon avec autant de réformes. C'est vrai que dès qu'il y a réforme, il y a forcément des réfractaires. Dès qu'il y a réforme, il y a d'une manière ou d'une autre des avancées. Mais les Béninois ont envie d'une manière ou d'une autre d'entendre un autre son de cloche. Et c'est ça que l'opposition nous a vendu tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Pour moi, s'ils sont déboussolés, comme l'a si bien dit un député de la mouvance présidentielle, je veux parler de l'honorable Maxence Diego, en faisant donc son analyse la dernière fois. Je trouve que le parti est aujourd'hui déboussolé. Et quand on en arrive là, c'est le leader qui prend la parole et qui tape du poing sur la table pour dire « c'en est assez, voici la direction à suivre ». Si vous avez effectivement des gens qui sont convaincus, ils vous accompagnent. Pourquoi Boni-Yayi ne tape pas du poing sur la table? Roland Tonneikès, est-il autant faible pour conduire aujourd'hui? Doit-on parler de faiblesse? Oui, il est faible, ma foi. Il a de la faiblesse parce que là, ce qu'on nous présente là, ça ne donne aucun signe de sérénité. Excusez du peu. Alors Roland Tonneikès, je voudrais bien avoir votre avis sur ces deux dernières questions. Y a-t-il un risque de division interne si plusieurs candidatures fortes émergent? D'abord, je voudrais apporter une précision que Tchabi-Yayi n'a pas 40 ans en 2025 et il n'aura pas 40 ans en 2026. Donc ce que Boni-Yayi, ce n'est pas pour Tchabi-Yayi. Il faut qu'on aille au-delà de ça. Parce que oui, Tchabi-Yayi, les gens le disent, j'ai entendu beaucoup de personnes dire Tchabi-Yayi sera candidat, c'est pour... Non, loin de là, Tchabi-Yayi n'aura pas 40 ans, donc il ne sera pas candidat. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que d'abord, il ne faut pas comparer deux personnages. Nous avons Boni-Yayi, nous avons Patrice Talon. Et tout le monde sait très bien que dans la mouvance aujourd'hui, personne ne veut affronter Patrice Talon. Parce qu'il a les leviers en main. Parce que oui, l'affronter, on sait ce qui peut suivre. Donc on ne va pas le comparer à un Boni-Yayi qui n'est plus président, qui est chef de parti, face auquel on peut se permettre de faire certains chantages, ce que des gens de la mouvance qui critiquent l'opposition ne peuvent pas oser faire. Qu'ils soient d'accord ou non. Mais pourquoi est-ce que la mouvance n'a pas permis à tout le monde de venir poser candidature pour qu'on choisisse? Et si vous pensez que véritablement, ce que fait le Parti des démocrates, là, si la mouvance fait ça, est-ce que c'est Wadaï qui sera désiré candidat? Je veux bien qu'ils essayent de faire cet exercice-là, on verra bien. Si on fait cet exercice que font les membres du Parti des démocrates, si on fait ça dans la mouvance, est-ce que véritablement, les gens de la mouvance vont choisir Wadaï? Ils n'ont qu'à faire l'exercice. Mais qu'est-ce qui se passera lorsque plusieurs candidatures fortes... Je vous dis, qu'on le veuille ou non, il y aura des gens qui vont s'opposer au choix. Et ça, c'est dans l'opposition. S'ils étaient dans la mouvance, ils ne peuvent pas. Je les mets au défi de réagir. Donc, dans l'opposition, je vous ai dit, Boni-Yayi n'a pas un certain nombre de leviers en main. On peut se permettre de faire tous les chantages politiques et on peut se permettre de partir. On a vu ça en 2021. Où les gens se sont permis de faire ce qu'ils veulent là. Et même, d'ailleurs, je dis, deux personnages. Écoutez, vous, Carole Layé, il y a des réactions que certains proches à vous peuvent avoir face à certaines situations. Et par rapport à moi, ils ne peuvent pas avoir la même réaction, par exemple. Compte tenu de nos tempéraments, de nos manières de faire. On a vu, quand je vois quelqu'un comparer la manière dont les gens ont boudé Lionel Zinsou et comparer à Ocha de Wadaï aujourd'hui, je dis, ce n'est pas le même personnage. Tout le monde sait très bien la manière dont les gens, quand bien même Boni-Yayi était président, se permettent de le narguer, de le traiter de tous les noms. Mais qui parmi eux, vous avez vu, oser le dire à Patrice Talon, même si ils sont conscients que Patrice Talon a fait des erreurs dans certains domaines. Donc ne nous leurrons pas, c'est deux personnages différents. Et donc,
Oui, aujourd'hui, si on choisit le candidat du Parti démocrate, il y aura des gens qui vont bouder. Il y a des gens, il y aura des gens qui peuvent peut-être, il y a des gens qui vont peut-être même venir déposer leur candidature et bien commanditer. Et qui après vont courir pour dire non, ça n'a pas été transparent, pourquoi on ne m'a pas choisi, je ne suis pas d'accord, et puis il y a trop de favoritisme, on a fait ci, on fait ça. Juste dans la dynamique de casser le parti, les LD. Il y en a, on se connaît. On n'a pas quand même, je ne suis pas encore sorti du pays. C'est la politique, oui, tous les coups sont permis. C'est ce que vous dites. C'est pour vous dire que aujourd'hui, ce qui se passe fondamentalement, chacun définit les règles qui lui sont propres pour atteindre un objectif. Ce dont on parle, même si vous êtes le dernier citoyen du Bénin et vous voulez être candidat, les autres disent, voilà nos conditions. Celui qui est choisi candidat de la mouvance n'est pas un pauvre. Il a été ministre des Finances pendant 9 ans. Et quand on dit ministre des Finances, allez chercher à savoir ce qu'il gagne. Ce qu'il a comme ressources. Et regardez qui est son mentor. Alors, dans ces conditions, même si on a bien la volonté de permettre à quelqu'un d'être candidat pour défendre les couleurs du parti, il faut qu'il soit capable du minimum. On n'a pas dit 100 millions. Que la personne soit capable. 25 millions. Il faut que la personne soit capable du minimum. Parce que vous êtes face à une machine redoutable, politiquement et financière. Alors, vous voulez combattre cette machine-là, faire face à cette machine-là, et vous ne pouvez pas donner 25 millions. Vous ne pouvez pas trouver des partenaires pour vous aider à mobiliser 25 millions. Ah, il doit y avoir un problème. Donc, je dis, au-delà de tout, laissons faire et voyons. Laissons faire et voyons. Boni Yayi aurait dû s'imposer, pourrait s'imposer, et choisir les noms des candidats. Et nous savons tous très bien que s'il le faisait, ce que cela pourrait engendrer. Mais il ne l'a pas fait. Il met un comité en place. Le comité va faire son travail. Le peuple, puisque vous avez vu, aux premières heures de la mise en place de ce comité, il y a une information qui a fuité d'abord, avec les critères. Et le parti a sorti les critères par un communiqué, ce qui n'est pas différent de ce qui avait fuité. Ça veut dire quoi? Il y a dans le lot là, quelqu'un qui est potentiel candidat et qui a vu ces critères-là, et qui n'est pas d'accord, peut-être il est aussi en mission, mais qui a flashé, qui a balancé ça sur les réseaux. On a vu ça. Mais le parti a joué la transparence en disant, oui, voilà les critères que nous avons énumérés, les conditions à remplir pour être candidat chez nous. Si vous remplissez ces conditions et que vous convainquez, en tout cas, les membres du comité, votre nom peut être sélectionné. Pour la question de désignation ou non, oui, écoutez, la mouvance a montré le chemin à l'opposition en allant choisir quelqu'un qui n'est pas membre de parti politique. Donc, eux aussi sont libres de le faire. Ce que je reproche, et ça je suis d'accord au Parti des démocrates, le fait que Daniel Eda vienne dans le parti à la dernière minute pour être membre du parti, alors qu'il a fait tout le temps là, à dénoncer, il avait la possibilité de rentrer, comme il le dit, c'est les expressions en vogue aujourd'hui, de rentrer dans les rangs plutôt pour être membre du Parti des démocrates. Mais puisqu'il voit que sa candidature pouvait être écartée, il s'arrange pour être reçu par Boni Yayi et prend sa carte de membre et rentre dans le parti. Ça, moi je pense qu'on aurait dû ne pas faire ça. L'accepter. Non, c'est pas, on ne va pas le rejeter. Sa candidature sera déposée. S'il remplit les conditions, il est porté candidat du parti, tout comme Wada a été porté. Mais cette manière de faire ou de le mettre, de l'accepter, c'est comme si à tout prix, oui, c'est comme si à tout prix on prépare quelque chose. Ça peut commencer par faire douter certains militants du parti. Et en cela, oui, je suis d'accord que ça ne doit pas se faire comme ça. La dernière question, est-ce que cette démarche pourrait influencer la stratégie électorale en parlant d'alliance ou de coalition? Bon, d'abord, il n'y a plus d'alliance. Les alliances Mais il y a d'autres partis politiques de l'opposition. En tout cas, si je m'en tiens à ce que dit la réforme du système partisan, ce que dit le code électoral, pardon, il n'y a plus d'alliance, il y a accord de coalition parlementaire ou accord de gouvernance. Ce qui veut dire quand même alliance. Hein. Tout à fait. Bon, mais même s'ils ne vont pas... Non, pas forcément, parce que quand on dit alliance, c'est qu'on se met ensemble. On se met ensemble, oui, et tant qu'on se met ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qui nous unit. Oui, non, dans le cas des alliances, c'est que vous vous mettez ensemble, vous proposez vos candidatures ensemble.
D'accord. Mais pour les accords aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que même si vous êtes en accord de gouvernance de coalition parlementaire, chaque liste et chaque parti va proposer sa liste pour les élections. Ça, donc, voilà, il y a ça. Maintenant, aujourd'hui, le Parti des démocrates, Hugues a utilisé une expression, le seul candidat d'opposition, le seul parti d'opposition valable. Bon, j'ai l'habitude de le dire, les gens m'en veulent, me critiquent pour dire je ne dois pas dire ça. Mais au fond, quand on regarde sur l'échiquier politique, le seul parti d'opposition qui est en mesure de faire rêver peut-être certains Béninois qui aspirent à un changement, c'est le Parti des démocrates, parce que les autres, avec ce qu'ils ont eu pour les dernières élections, ça ne rassure pas pour autant. Sauf que, avant qu'ils n'aillent dans une certaine cohésion d'ensemble, il faut que certains leaders, les leaders de certains partis, essaient de mettre de côté les considérations politiques de leur parti politique pour proposer, comme on a pu voir en 2023, des membres du parti GSR proposer sur la liste du Parti des démocrates s'ils sont allés aux élections, sans qu'on n'ait pas d'alliance. C'est-à-dire que ça a été une entente interne où les candidats du parti ont été versés au Parti des démocrates qui les a portés. Donc, il se peut que d'autres partis décide de le faire, mais c'est pas évident, parce que quand on voit la manière dont le MPL commence par monter le ton parler maintenant, il sait tellement que d'autres partis politiques vont rentrer dans la danse, mais l'idéal aurait été qu'ils travaillent être ensemble, ce qui n'est pas gagné d'avance, ce n'est pas facile, attendons de voir ce que ça va donner. Deuxième sujet à aborder. Je voudrais quand même apporter juste un élément pour dire que très rapidement. Tchabi Ayi a bel et bien 40 ans. Tchabi Ayi n'aura pas 40 ans, je vous mets au défi de prouver. Je vais vous le prouver, je suis là. D'accord. Vous pouvez lire l'article consacré par Africa Intelligence. Le titre c'est Bénin, Tchabi Ayi rayonne dans l'ombre de son père. Fils cadet de Thomas Boni Yayi, issu d'un premier mariage, Tchabi Yayi, 29 ans, est de plus en plus actif. Ça a été publié le 18 mars 2015. D'accord. Donc, on va poursuivre la réflexion. Tchabi Yayi, je peux vous dire avec précision qu'il n'aura pas 40 ans en 2026, il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat, c'est autre chose. Il n'aura pas 40 ans. Il ne peut plus aujourd'hui cacher en tout cas. Tchabi Yayi n'aura pas 40 ans en 2025, il n'aura pas 40 ans en 2026. Je le dis et j'insiste que Tchabi Yayi n'est pas candidat et ne sera pas candidat parce qu'il n'a pas l'âge. 40 ans. Il ne sera pas candidat. C'est un autre J'ai précisé. D'accord, mais je viens de vous donner. Un journal peut faire une erreur. Nous allons poursuivre. Nous ne connaissons pas l'âge exact de l'homme. Ça ne fera pas objet de discussion. C'est pas un article de presse qui donne l'âge de quelqu'un. Il peut faire des erreurs. Mais je vous dis, cher Hector Zogo, Tchabi Yayi n'aura pas 40 ans en 2025 et en 2026 il n'aura pas 40 ans. Nous n'allons pas polémiquer autour de l'âge. C'est une manière d'enlever de la tête de ceux qui pensent que tout ce qui se fait c'est pour Tchabi Yayi parce qu'il sera candidat à 40 ans, de comprendre que Tchabi Yayi ne sera pas candidat parce qu'il n'a pas l'âge. Deuxième sujet à aborder sur ce plateau, cascade de démission chez les partisans de Olivier Bokor, les fragilités révélées de son réseau de soutien. Hugues Hector Zogo. Oui, c'est dommage. La nature humaine étant ce qu'elle est, même tous ceux qui sont aujourd'hui acteurs politiques et qui occupent des postes de responsabilité, vous vous rendrez compte. Quand vous prenez Boni Yayi, il y a 10 ans en arrière, tout le monde, la quasi-totalité de ceux qui travaillaient avec lui criaient qu'il était le meilleur président de la République. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, beaucoup trouvent que Patrice Talon est le meilleur chef d'État que le Bénin n'ait jamais connu. Attendons qu'il finisse peut-être son mandat constitutionnel, qu'il se retrouve à la retraite et qu'on puisse voir si effectivement tout ce qu'il a pu faire à la tête de notre pays aura permis de l'inscrire à ce rang social. Donc pour moi, c'est la nature humaine. L'homme est assez versatile. Quand vous avez des personnes qui n'ont peut-être pas de conviction, quand vous avez des gens qui se retrouvent avec vous juste pour des intérêts politiques, quand vous n'avez plus le pouvoir, ils vous tournent dos. Et ça, on ne peut pas le leur interdire. Parce que vous-même, vous saviez qu'ils étaient là juste pour des questions d'intérêt. Vous, à aucun moment, vous ne les aviez appelés ou vous ne les aviez associés pour qu'ils puissent, à un moment donné, discuter avec vous de projets. Vous les aviez appelés pour qu'ils puissent vous apporter leur contribution du moment, mais moyennant quand même une contribution financière. Du moment où ils n'ont plus cette contribution financière, qu'est-ce qu'ils font? Ils rebroussent chemin.
Donc pour moi, il n'y a même pas de débat autour. C'est une question de repositionnement stratégique en politique. Ça se vit sous le tropique, alors qu'en réalité, la politique devrait nous permettre de réfléchir, de mener le débat autour des idées. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui au Bénin un parti politique où, dès que vous y allez, c'est exclusivement autour des idées que l'on discute? C'est pas évident. C'est pas évident. Or, le souhait, c'est qu'on arrive à cette étape-là. Moi, j'aurais été heureux, par exemple, d'entendre les partis, soit de la mouvance ou de l'opposition, dire « Nous fermons la porte à tous ces acteurs-là qui se sont retrouvés à travailler avec Olivier Bokor. Ils n'ont qu'à se retrouver dans la posture d'électeurs, mais qu'ils ne viennent pas se retrouver dans la posture de membres de partis. Quand nous aurons terminé les élections, que ce soit présidentielles, législatives, communales, municipales, on pourrait leur permettre, s'ils le désirent effectivement, d'être membres. Mais ils ont aussi ce qu'on appelle le droit constitutionnel, qui leur permet de militer au sein des partis politiques, tout comme au sein des associations. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Hier, ils avaient leurs intérêts ou leurs avantages auprès de M. Olivier Bokor, qui se retrouve depuis pratiquement 1 an derrière les barreaux. Ils n'ont plus leurs avantages en jeu. Ils ont décidé de changer de casquette pour toujours servir la République, c'est ce qu'ils vous diront. Pour servir la République. Donc à partir de ce moment, il faut les laisser. Ils auront leur conscience qui leur dictera demain si la décision qu'ils ont prise est la meilleure ou pas. De toute façon, au moment où ils avaient choisi Olivier Bokor, nous n'étions pas là. Nous ne connaissions pas les clauses pour lesquelles ils ont décidé d'accompagner Bokor. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Roland Toneyikes, n'est-ce pas une preuve que le réseau d'Olivier Bokor reposait sur une loyauté circonstancielle? Est-ce que vous avez vu les acteurs politiques aussi avoir une loyauté durable? Comme citez-moi, un seul acteur politique de la mouvance, les leaders, les anciens là, qui a une loyauté durable dans le temps. Sont-ils nombreux? Je ne sais pas. De toute façon, écoutez, j'ai vu un communiqué passer dans le week-end où un groupe des mouvements Olivier Bokor dit vouloir négocier en transition avec le parti UP pour rejoindre le parti UP. Et j'ai balancé le message à un jeune que je connais qui a animé aussi un mouvement Olivier Bokor. Et la réponse était: ces gars-là veulent nous vendre à crédit ou gratuitement. Vous imaginez? Et c'est pour ça que dans ce pays, le militantisme, ou bien quand les gens viennent vous voir pour vous soutenir parce que vous avez le pouvoir, c'est aussi dangereux. Il vaut mieux que quand vous êtes dans la faiblesse, dans la galère, quand les gens vous soutiennent, c'est un peu sincère. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'agitations stériles ou bien, je ne sais pas, hein, si vous voulez, pour dire OB c'est la meilleure personne, c'est le personnage idéal, il n'y a pas meilleur, même, et j'insiste, les membres des fonctions UPBR, des leaders insoupçonnés disaient c'est la seule personne, c'est le meilleur profil pour succéder à Patrice Talon, il n'y a pas mieux. Les mêmes ont repris avec Wadaï maintenant, hein. Vous les suivez, non? Dans tout le lot là, il n'y a pas mieux, c'est la meilleure personne, c'est le meilleur profil. Roa, je me Roa, dynamique Roa 2026. Les mêmes thèmes, c'est la meilleure personne, c'est le meilleur profil. Parce qu'en ce moment-là, on allait déjeuner, prendre le petit déjeuner chez Olivier Bokor, et le soir, avant d'aller chez soi, on allait dîner chez lui avant de rentrer. Il était la meilleure personne. Mais aussitôt qu'il est là-bas, là, beaucoup, autant qu'ils sont, personne ne veut avoir le courage de dire, bon, moi, là, je vais être loyal jusqu'à la fin. C'est quand même triste. Et c'est pourquoi je disais la dernière fois que, je crois que c'est lundi dernier, qu'au-delà des soutiens apportés à Wadaï par les différents partis politiques, il faut se préparer à affronter les réactions de certaines personnes qui, à un moment donné, étaient acquises à la cause de Olivier Bokor. Là, ça commence mal. D'autres vont dire, nous sommes dans la mouvance. D'autres vont dire, non, on n'est pas dans la mouvance, on ne veut pas parler. Et les mots d'ordre de ces personnalités, même si ces personnalités sont en prison, leur mot d'ordre va compter au moment opportun.
Et il va falloir alors travailler à trouver les arguments nécessaires dès lors que ces personnes vont prendre la parole pour donner des mots d'ordre, qu'on soit en mesure de trouver des arguments pour casser ces mots d'ordre-là. Sinon, ce que vous voyez là, il y a même des gens qui sont dans la mouvance. Je vous ai déjà dit que le jour, on a choisi Wadaï là, la nuit là, il y a beaucoup qui n'étaient pas à la réunion parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ça, ils le savent entre eux. Ils le savent entre eux, je ne vante rien. Ils savent qu'au sein d'eux là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui sont obligés de se taire. Mais en son temps, vous allez les voir réagir. Et il y a un problème. Parce qu'on a beau dire, oui, c'est le meilleur profil, tous on est d'accord, mais écoutez, quand même, même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Et les gars veulent vous faire croire partout et partout, Monts et Vallées, plateau de télévision, station de radio, pour justifier qu'ils sont d'accord. Et quand ils sortent dans les couloirs, ils disent, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas parler. C'est le patron qui a parlé. Et ça, mais quand devant caméra, quand moi je dis ici ça, on m'insulte pour dire que non, que pourquoi je dis ça, que je suis contre, je suis démocrate, je suis ça. Mais ils savent, ils sont conscients. Je peux, en son temps, on va citer les noms. Moi, je vais citer, pas sur ce plateau, parce que si je cite ici, je peux créer le problème identifié. Mais en son temps, là, on va se voir ailleurs, on va se dire, parce que les gens sont hypocrites politiquement parlant. Au lieu de dire... C'est la politique. Oui, non, attention, arrêtez ça. Parce que c'est toujours, on a toujours dit, c'est la politique. Et après, ils vont conduire leur groupe dans le décor. Les mêmes vont passer, écoutez, hein, attendez les campagnes, les mêmes là, qui sont en train de parler là, vous allez les voir, nuitamment, dans la journée, vous dites, Wadaï, il est bon. Et dans la nuit, ils sont tellement mauvais, malhonnêtes, ils vont donner des paquets de ciment, des feuilles de tôle, des sacs de riz dans les villages pour dire, Mimazio, mais ne le prenez pas. Hein. Non, ça n'a pas de façon. C'est malhonnête. Exprimez votre ressenti et demandez aux candidats d'améliorer une certaine chose. Ou bien demandez à votre mentor d'améliorer une certaine chose. Autant qu'ils sont les premiers à venir dire sur les plateaux de télévision, on a réalisé les voies, le chef de l'État a bien travaillé. Et les mêmes, ils savent ceux dont je parle, pour dire oui, mais on a réalisé les voies, mais écoutez, ça n'a pas été facile pour nous. Hein. C'est pas bien. Ayez le courage de dire, moi je dis une chose, Patrice Talon aurait réussi sur le terrain du social, qu'il serait irréprochable, avec un certain nombre de respect des droits humains, qu'il serait irréprochable à tous égards. Mais c'est un être humain, il est perfectible. Donc il n'est pas parfait à tous égards, il peut faire des erreurs. Et ces erreurs-là, il faut des gens autour de lui qui sont animés d'une certaine sincérité, qui même s'ils n'ont pas le courage, quand ils estiment parfois, certains le disent que le chef, est-ce que ça, ils vous écoutent. C'est la même chose, les gens disent sous Boniaï que Boniaï n'écoutait pas les gens. Et les mêmes disent aujourd'hui que Boniaï, on ne les écoute pas. Et après, c'est eux qui viennent dire aux choses dans les coulisses, dans les réunions nocturnes. Attention. Hugues Hector Zogo, pour finir, avec la rubrique analyse. Je note que nous sommes au 29 septembre et que Laurent a enfin compris. Non, compris quoi? Il a enfin compris, je ne dirai pas au-delà. Non, compris quoi? J'ai compris je suis heureux que vous ayez compris que Patrice Talon, au-delà de ce qu'on peut lui reprocher sur les questions de droits humains et éventuellement les questions liées au social, a pu apporter... Qui est en train d'être prise en compte. Je ne voudrais pas rentrer dans je ne voudrais pas aller sur cette piste-là. Et qu'il ait enfin compris que Patrice Talon aura apporté énormément... J'ai toujours reconnu ça sur le plateau. À notre pays. J'ai toujours reconnu ce qu'il a fait. J'ai toujours reconnu. Et que ces acteurs... à la parole. Peut-être qu'il n'a jamais donné témoin de fait que je reconnaisse. J'ai toujours reconnu. Non. Hector à la parole. Vous pouvez au moins confirmer en tant qu'animatrice de l'émission que je reconnais les prouesses de Patrice Talon. Mais juste que mais je serai le premier aussi à dénoncer les insuffisances. Les auditeurs pensent que ce n'est pas souvent fréquent. Oui, mais c'est pourquoi je ne suis pas, oui, mais je m'en fous. Je ne suis pas propagandiste. Je ne suis pas vous êtes là. Je suis journaliste. Et je dis ce qui est bon et je dénonce ce qui est mauvais. Je le ferai toujours. Hugues Hector, vous finissez rapidement. Je finis en disant que je suis très honoré de partager ce plateau avec lui et qu'il est reconnu qu'en pratiquement 10 ans, Patrice Talon a travaillé effectivement à emmener notre État à un seuil envié aujourd'hui, ne serait-ce qu'au niveau de la sous-région ouest africaine. Et je suis très honoré de partager ce plateau avec lui parce que nous sommes en début de semaine. Pratiquement la dernière semaine du mois de septembre qui nous ouvre vers le mois d'octobre, le mois où on pourra connaître officiellement tous les candidats. Donc le débat pourra se faire désormais en octobre.
Je lui donne rendez-vous alors pour qu'on puisse effectivement faire le débat en octobre, qu'on puisse apprécier ce que Patrice Talon a pu faire et qui, en réalité, doit être porté par la candidature de Romuald Wadani et de Madame Talata, et éventuellement ce que Boni Yayi aura pu faire aussi au moment où il se retrouvait à la tête de notre pays et dont la candidature sera portée sans doute par 2 autres compatriotes. Je le dis de cette manière-là parce que nous allons vers une période où il faudra éclairer la lanterne de nos compatriotes. On est dans un régime démocratique et on a besoin de toutes les voix, que ce soit les voix dissonantes comme des vuvuzelas. Ça se retrouve au cœur de toute république. Et donc, ce que nous avons à faire, c'est de respecter la position de chacun. Pour finir, je voudrais inviter donc nos téléspectateurs, nos auditeurs à prendre rendez-vous sur Eden Télévision, que ce soit sur Diaspora FM. Je crois que le mois d'octobre sera un mois très animé parce qu'il y aura la réflexion, il y aura les idées. Je crois que... Et je suis sûr qu'il prendra encore la parole. Parole que je ne lui donnerai pas. Non, parole que non, c'est pas fait le temps, Caroline. J'espère que les gens nous permettront, en son temps, de nous permettront de dire tout sur les différents candidats. Première chose, deuxième chose là, il ne s'agira pas de venir comparer à Patrice Talon Boni Yayi. Il s'agira de comparer Wadayi aux autres candidats. Parce que Wadayi n'est pas Patrice Talon. Patrice Talon a fini pour lui d'être un parti. Boni Yayi a déjà fini pour lui depuis 2016. Donc ce dont il est question, ce n'est pas venir dire Patrice Talon a réalisé. Qu'est-ce que Wadayi veut faire? Voilà, Wadayi, la question... à travers l'honorable Malik Gomina, vous a déjà dit sur un plateau de télévision qu'il sera une version améliorée. C'est lui qui l'a dit. Je vous dis, il vous l'a dit à travers sa voix. Voilà, le rendez-vous est pris. Vous aurez l'opportunité. Le rendez-vous est pris, Hugues Hector Zogo, par les amis téléspectateurs et auditeurs de la 102.3 pour de grands moments de débat sur la candidature de la mouvance présidentielle et celle de l'opposition béninoise.